Salut à tous! Une nouvelle vague de frappes a été menée la nuit dernière par le commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, contre l'Iran. Des images de l'opération ont montré un FDX-8 décollant d'un porte-avions. De nouvelles images semblaient également montrer un FSIS et un camion de commandement mobile complètement écrasé. Ces camions servaient peu à contrôler des drones. Un autre site semblait être un quartier général ou une maison sécurisée du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, qui avait été détruit. Apparemment, le centre de commandement venait de découvrir les limites du télétravail. D'autres embarcations iraniennes étaient également visibles. Il semblait que l'Iran avait réussi à déplacer certains bateaux hors de l'endroit où ils avaient été cachés. Une autre cible était une ouverture dans le flanc d'une colline qui aurait pu servir à lancer des missiles balistiques à partir de véhicules lanceurs mobiles. Rien n'évoque mieux la discrétion stratégique que de transformer une montagne en garage à missiles. Un grand nombre de frappes différentes étaient donc en cours. Selon les informations disponibles, l'affrontement a duré environ 3 heures et s'est déroulé principalement au-dessus du sud de l'Iran. Il s'est terminé à 22h, heure de l'Est, la nuit dernière. Toutefois, une photographie publiée quelques heures auparavant révélait un élément qui ne recevra probablement pas beaucoup d'attention. Les détails dérangeants arrivent souvent discrètement, sans attaché de presse ni fanfare. Elle montrait un F-16 transportant ce qui semblait être des bombes GBU, 3.8 JDAM ou GBU, 5.4. Les deux sont des bombes de 500 livres. L'appareil semblait également transporter des bombes de petit diamètre GBU, 3.9 dotées d'ogives de 250 livres. Beaucoup de ces armes sont utilisées pour réduire les dommages collatéraux. Cela soulève la possibilité que les appareils aient frappé des quartiers généraux du CGRI situés dans des zones urbaines ou culturelles densément aménagées. Le CGRI préfère installer ses quartiers généraux directement au milieu des populations civiles. S'il peut placer un quartier général sous un musée, une université, une école ou un hôpital, cela est considéré comme un avantage. L'organisation mise sur l'utilisation de boucliers humains. C'est sa méthode principale, comme pour toute organisation terroriste. Un musée au-dessus, une salle de commandement en dessous, un concept architectural qui risque peu de remporter un prix de responsabilité civique. L'une des principales choses que j'ai remarquées en me rendant vers des avions de chasse, c'est à quel point l'armement chargé sur un appareil permettait de comprendre exactement ce qui allait se passer pendant la mission. La mission avait déjà été présentée en détail, donc le pilote savait ce qui était installé sur l'avion. Lorsqu'un pilote arrivait et voyait des GBU 5.4 et des roquettes APK-WS, comme celles transportées par ce Viper, il était clair que l'appareil se préparait à une mission de combat multidimensionnelle. La liste des armes, contrairement au discours politique, a tendance à être agréablement précise. Les pilotes de chasse actuellement en opération ne savent pas exactement ce qu'ils vont affronter. Il pourrait s'agir d'une douzaine de drones lancés depuis une base du CGRI. Il pourrait s'agir d'un missile balistique pendant sa phase de propulsion. Les avions de chasse pourraient recevoir la mission de cibler n'importe laquelle de ces menaces. Ils pourraient également être chargés de frapper des sites creusés dans des collines dont les ouvertures pourraient être des tubes de lancement de missiles. Des images de bases de missiles ont montré des ouvertures à l'intérieur de collines semblables à des fourmilières depuis lesquelles des missiles balistiques peuvent être lancés. Il est impressionnant de voir le CENTCOM cibler maintenant ces emplacements. Même la fourmilière la plus élaborée devient moins mystérieuse lorsque quelqu'un apporte la bonne carte. 2 nuits auparavant, le corps des gardiens de la révolution islamique avait lancé des missiles balistiques en direction de la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie que les commandants iraniens présentaient comme le quartier général avancé du CENTCOM. 5 missiles ont quitté leur rampe de lancement. Les défenses aériennes jordaniennes, en collaboration avec les forces américaines, ont envoyé les 5 missiles au sol. Aucun n'est passé. 5 départs, aucune arrivée. Un bilan de livraison qui ferait faillite à n'importe quel service de messagerie respectable. Il s'agissait d'une attaque surprise. Le CENTCOM l'a décrite comme une tentative d'attaque surprise parce que c'est exactement ce qu'elle était. Elle n'est restée qu'une tentative d'attaque surprise grâce au professionnalisme de l'armée américaine et de ses forces partenaires.
Une surprise perd quelque peu de son effet lorsque le destinataire prévu l'intercepte en cours de route. La configuration d'armement du Viper indique ce qu'il pourrait être en train de faire. Les roquettes APKWS peuvent être lancées pour abattre des drones. Et des rapports indiquaient que plusieurs drones avaient également été lancés la nuit dernière. Le F-6 pourrait éventuellement opérer aux côtés de drones avancés comme l'Anduril Fury et le Shield AI X-BAT. La présence de ces systèmes sur ce théâtre d'opération n'est pas encore confirmée, mais ils représentent le niveau supérieur de ce type d'opération. La guerre moderne a atteint le stade où même l'escorte pourrait bientôt avoir besoin de sa propre mise à jour logicielle. Un autre cas pertinent s'est produit en Pologne, où un pilote de F-6 a été envoyé en urgence et a ensuite découvert ce qui s'était passé après l'entrée d'une menace aérienne présumée russe dans la zone. Le CENTCOM est effectivement intervenu, a regardé l'Iran lancer ses missiles balistiques, puis il les a tous balayés. L'Iran a allumé le barbecue, mais c'est le CENTCOM qui a fait la cuisine. Le menu, malheureusement, était rédigé en trajectoire radar et en trajectoire d'interception. La chronologie explique toute l'opération. À 22h, heure de l'Est, le 29 juillet, le commandement central a mis fin à l'opération et a officiellement consigné les détails. Les moyens du CENTCOM avaient frappé des dizaines de cibles du corps, des gardiens de la révolution islamique en Iran, notamment des centres de commandement militaire, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtière, ainsi que des capacités maritimes. Les frappes visaient à réduire davantage les menaces que l'Iran et ses groupes mandataires faisaient peser sur les forces américaines, la navigation commerciale et les pays voisins du Golfe. C'était le communiqué officiel du commandement central. Le langage officiel préfère le ton calme d'un comptable, même lorsque le registre contient des explosions. Le 30 juillet, le communiqué se terminait par un chiffre qui n'était pas destiné à un public américain. Plus de 50 000 militaires américains étaient déployés au Moyen-Orient, vigilants, concentrés et prêts. Ce message s'adressait au CGRI. Il visait à rappeler aux mollahs que 50 000 des militaires les plus compétents de la planète se trouvaient dans leur arrière-cour. Ils étaient effectivement installés dans ce que l'Iran considère comme sa propre piscine privée, le détroit d'Ormuz. Le problème, lorsqu'on déclare qu'une voie navigable internationale est une piscine privée, c'est que les voisins peuvent s'opposer à l'installation de la clôture. L'Iran agit comme si le détroit d'Ormuz était sa piscine de vacances privée, mais il s'agit d'une voie navigable internationale. À un moment donné, cette réalité devra être reconnue. Le droit international peut se montrer terriblement impoli lorsqu'il refuse d'admirer une pancarte artisanale portant la mention propriété privée. Lorsque le groupe de frappe a été lancé, l'opération s'est poursuivie pendant 3 heures consécutives. Les médias d'État iraniens ont signalé des détonations à Boucher, Abu Moussa, sur l'île de Kish, à Ahvaz et sur l'île de Keshem. Les médias iraniens ont ensuite affirmé que aucun dommage de combat américain n'avait été confirmé. Cette affirmation ignorait les explosions et les bâtiments qui étaient visiblement en train d'être détruits. Apparemment, les mollahs ont besoin qu'on leur explique ce que signifie l'expression « dommage de combat ». Ils se trouvent probablement dans une sorte de bunker doré, équipé de toilettes dorées. Alors ils ne se préoccupent pas particulièrement de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, puisque cela ne les touche pas directement. On peut nier l'incendie, bien sûr, à condition que les rideaux soient assez épais et que la porte du bunker reste fermée. Les mollahs ne vivent pas à proximité du détroit d'Ormuz. Ils en tirent de l'argent par extorsion et comptent sur des généraux du sud de l'Iran pour leur envoyer ce qui représente probablement des palettes d'argent comptant. La distance a toujours été un luxe utile pour ceux qui donnent des ordres coûteux aux autres. Le pétrole brut Brent a légèrement augmenté, son prix a fluctué au cours des derniers jours. Pendant ce temps, l'armée américaine a utilisé des missiles Patriot pour détruire les missiles qui tentaient une nouvelle fois de frapper la base en Jordanie. Les appareils participant à la campagne sont tout aussi importants. Le CENTCOM a publié un graphique montrant le blocus naval et la manière dont il continue de repousser les navires iraniens vers les ports. Cette pression plonge les mollahs dans un état de panique totale. Un blocus a une façon brutale de transformer une grande stratégie en discussion sur des quais vides.
l'Iran pourrait perdre environ 500 millions de dollars par jour simplement parce qu'il est incapable de réaliser ses ventes illicites de pétrole. À ce rythme, même la rhétorique révolutionnaire commence à connaître un problème de liquidité. La vigilance est essentielle lorsqu'on pilote un avion de chasse, particulièrement pendant des missions de combat, ou lorsqu'on vole à seulement 2,5 pieds d'un autre appareil. Les enjeux sont également extrêmement élevés lorsqu'une foule se trouve en dessous et que l'appareil vole à seulement 100 pieds du sol. Le FSEAS est l'avion de chasse le plus nombreux de l'armée de l'air américaine. Il est également le cheval de bataille de cette campagne. Il existe une raison précise pour laquelle il a été choisi pour la mission de la nuit dernière plutôt qu'un appareil plus exotique. Les facteurs déterminants n'étaient ni la capacité de survie, ni la charge utile, mais la disponibilité et les stocks d'armement. La guerre, comme la bureaucratie, récompense souvent la machine qui est réellement présente et entièrement approvisionnée. La quantité d'armes que le FSEAS peut transporter sur une plateforme monomoteur est remarquable. La disponibilité peut sembler peu prestigieuse, mais les FSEAS sont les chevaux de bataille de la force. L'appareil peut être comparé à une motocyclette haute performance, peut être une Kawasaki Ninja équipée d'un moteur de 1000 cm3. Lorsque le pilote pousse l'appareil à la post-combustion maximale, le réacteur prend un moment pour monter en régime. Puis, l'appareil disparaît. L'élégance devient facultative lorsque l'accélération a déjà réglé la discussion. L'accélération, la capacité de survie et la disponibilité des appareils Wild Weasel capables de traquer les missiles solaires contribuent toutes à la valeur de cette plateforme. Le FSEAS montré sur les images semblait être chargé de GBU 3.9, des bombes de 250 livres. Ces armes ont une durée de vol qui ne peut pas être déterminée précisément avant leur largage. De petites ailes se déploient après le largage, permettant aux bombes de planer avec suffisamment de précision pour traverser une fenêtre. La précision est devenue si raffinée que même la fenêtre pourrait se sentir personnellement choisie. L'appareil transportait également le système de roquettes APKWS. L'APKWS est un système de roquettes guidé par laser. Un ailier peut désigner la cible au laser ou le pilote qui effectue le tir peut l'éclairer directement. Le système permet de détruire des essaims de drones Shahed. Au lieu d'utiliser un missile Patriot coûtant plus de 1 million de dollars pour détruire un drone Shahed, on peut utiliser une roquette APKWS coûtant environ 20 000 dollars. Cela répond au problème de l'efficacité économique. Même la guerre finit par découvrir la discipline désagréable qui consiste à comparer les factures. La GBU 3.9 pourrait représenter l'une des avancées les plus importantes de la technologie des armes depuis des décennies. La GBU 3.9 est maintenant équipée d'intelligence artificielle. Elle peut suivre certaines cibles, notamment les traces laissées par les chenilles d'un char ou la silhouette d'une antenne parabolique utilisée par le CGRI. Elle peut accomplir des fonctions que d'autres armes ne peuvent pas effectuer. Le champ de bataille contient maintenant des machines capables de reconnaître des silhouettes avec plus de fiabilité que certains responsables ne reconnaissent les conséquences. L'arme est connue sous le nom de bombe de petit diamètre. Elle possède des ailes Diamondback déployables, ce qui est leur nom officiel. Sa portée dépasse 60 000 marins à partir du point de largage. 4 bombes peuvent être transportées sur l'un des supports visibles sur le FSEAS. Ce support est appelé BRU 6.1. Cela signifie 4 cibles, un point d'emport et un appareil. L'efficacité réduite à une formule qui laisse très peu de place au discours cérémoniel. Depuis le poste de pilotage, cela signifie qu'un pilote pourrait détruire plusieurs quartiers généraux du CGRI en un seul passage. La bombe de petit diamètre semble être une solution utilisée de plus en plus souvent à mesure que le CGRI s'enfonce davantage dans les villes et disperse ses forces loin de ses quartiers généraux. Ces quartiers généraux permanents ont déjà été lourdement détruits. La dispersion est souvent présentée comme une stratégie après que les bureaux d'origine ont cessé d'être disponibles. BAE Systems a construit l'APKWS. Il porte la désignation AGR 2.0 et comprend un dispositif de guidage laser ajouté à la roquette. Le système est fabriqué depuis 12 ans à Hudson au New Hampshire et à Austin au Texas. Le dispositif de guidage est fixé à une roquette Hydra standard de 70 mm. Le coût par tir est d'environ 24 900 $.
Les 900 $ supplémentaires devaient apparemment être inclus. Même la guerre de précision possède ses petites subtilités administratives. Un AIM 9 coûte environ 500 000 $, tandis qu'un AIM 120 coûte environ 1 million de $. L'APKWS offre donc une capacité extraordinaire tout en rétablissant l'efficacité économique et en empêchant l'Iran de forcer les États-Unis à dépenser encore davantage pour chaque arme tirée. L'APKWS a également une histoire importante. Le CENTCOM a soumis un besoin opérationnel urgent conjoint. C'est le type de document administratif que l'on dépose lorsque la courbe des coûts est en train de vaincre l'opération. Rien n'accélère autant l'innovation que la découverte que l'ennemi est devenu moins coûteux que la riposte. Cette demande est devenue FALCO. En février, l'armée de l'air américaine a engagé 145 millions de $ auprès de BAE pour des versions à double mode de l'arme. Ces versions ont ajouté un capteur infrarouge au système de guidage laser. Le pilote doit maintenant éclairer la cible seulement assez longtemps pour commencer l'engagement. La roquette termine ensuite l'engagement de manière autonome pendant que l'appareil passe à la cible suivante. Le pilote n'a plus besoin de guider la roquette au laser pendant toute la durée de son vol. Il s'agit d'une avancée majeure qui permet au système d'attaquer des essaims de drones. La roquette a appris à terminer son propre travail, une qualité qui n'est pas universellement partagée par les institutions. La cible peut être marquée au laser, la roquette peut être lancée, puis l'arme commence à se guider elle-même. Il s'agit d'une technologie extraordinaire qui est beaucoup plus sécuritaire pour les pilotes de chasse. Si un pilote devait guider l'arme jusqu'à la cible, particulièrement aux commandes d'un 6 monoplace, il ne pourrait pas surveiller son environnement. Beaucoup de ces engagements ont lieu la nuit alors que les pilotes utilisent des lunettes de vision nocturne. Un pilote ne devrait pas fixer continuellement une nacelle de ciblage pendant que le laser reste pointé sur un drone durant tout l'engagement. C'est pas une bonne situation tactique. Cela nuit également à la détection des menaces. Si un pilote doit guider une roquette vers un drone pendant une durée de vol d'environ 45 secondes, il ne surveille pas les autres menaces à proximité. La capacité de ces roquettes guidées par laser à prendre en charge l'engagement au moment approprié est donc extrêmement précieuse. Dans ce cas, la délégation n'est pas un slogan de gestion, mais un mécanisme de survie. L'Iran ne peut toujours pas être sous-estimé, il est clairement devenu beaucoup plus fort que beaucoup de gens ne l'avaient prévu. Ce résultat n'a rien de surprenant lorsqu'on remet des palettes d'argent comptant au CGRI ou à n'importe quel chef mafieux. Donner de l'argent au CGRI peut être comparé au fait de remettre des palettes d'argent à Pablo Escobar ou à Al Capone. Le capital, lorsqu'il est livré sans condition, développe rarement un intérêt soudain pour la modération. Si des barons de la drogue ou des chefs mafieux avaient reçu des palettes d'argent comptant pendant des décennies, le problème qui en résulterait aujourd'hui serait énorme. Il dépasserait largement la criminalité en col blanc dans le centre-ville de Las Vegas. Il irait bien au-delà de l'extorsion mafieuse et du blanchiment d'argent. C'est le problème auquel on fait maintenant face en Iran. Le pays dispose de réseaux dispersés de forces mandataires. L'un des aspects les plus importants de l'approche actuelle du CENTCOM est qu'il affirme directement que l'Iran contrôle ses forces mandataires, particulièrement celles qui opèrent en Irak ainsi que les rebelles houthis. L'Iran a donc perdu son déni plausible, il a effectivement été démasqué. Il continuera à nier ce lien et à tenter de manipuler la perception de tout le monde, mais il continuera également à lancer des missiles balistiques dans le cadre d'attaques surprises. Le déni plausible fonctionne mieux avant que les reçus soient soigneusement disposés sur la table. Les mollahs restent isolés des conséquences du conflit, tout comme ils sont isolés du membre moyen du CGRI et de la population locale. Ils sont prêts à lancer des missiles balistiques pendant les cessez-le-feu, en dehors des cessez-le-feu ou pendant des cessez-le-feu non officiels, parce qu'ils tentent de reprendre le contrôle de la voie navigable qu'ils utilisent pour pratiquer l'extorsion et de rétablir les flux d'argent. Le cessez-le-feu, dans cette formulation, semble être traité moins comme un accord que comme un bouton de pause décoratif. Leur comportement ressemble à de la frustration après une journée difficile. Ils sont en colère parce que l'argent n'arrive plus comme prévu. C'est comme devoir composer avec un enfant de 5 ans, sauf que cet enfant de 5 ans possède un gros bouton rouge qui lance des missiles balistiques chaque fois qu'il se met en colère. Une crise de colère devient de la géopolitique dès que la boîte à jouets contient des armes stratégiques. Les mollahs pourraient voir seulement 10 millions de dollars entrer dans leur compte bancaire pendant un mois où ils ont l'habitude d'en recevoir 200 millions. Cette perte les rendra nerveux.
Elle rendra ses chefs mafieux nerveux. C'est répugnant, mais c'est le monde dans lequel ils évoluent. Les principes deviennent souvent remarquablement souples lorsque le virement mensuel est en retard. Un autre incident s'est produit dans l'est de la Pologne. Un pilote de FSIS a reçu l'appel, a décollé en urgence et a couru vers l'appareil après que des rapports eurent indiqué que des drones pourraient entrer depuis la Russie. Lorsque l'appareil s'est approché de la zone, apparemment à moins de 5 km, le pilote a découvert un cratère et des fragments. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que tout indiquait que l'objet était un KH, un 0, un russe, probablement un missile de croisière. La Pologne était prête à l'intercepter, mais le missile a connu une défaillance ou a été détruit par une autre force avant l'arrivée du FSB. Le missile n'a pas réussi à terminer sa visite diplomatique. La Russie semble maintenant envoyer ce qui ressemble à un missile de croisière vers la Pologne. Cela représente une mesure importante du régime russe visant à maintenir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN sur la défensive. C'est l'objectif ultime de la Russie. Maintenir les autres dans la nervosité et parfois confondu avec une stratégie lorsque les autres explications sont moins flatteuses. Il existe également des liens stratégiques que les médias traditionnels ne mettent pas en évidence. Le positionnement des avions de chasse et la coalition qui se forme avec l'Arabie Saoudite laissent croire que des ADIX et des FSIZ saoudiens pourraient travailler ensemble pour mener des opérations de suppression des défenses aériennes ennemies. Ils pourraient ensuite frapper les points de lancement des missiles balistiques depuis lesquels les attaques surprises sont probablement menées. Un site de lancement surprise devient nettement moins surprenant après plusieurs visites d'appareils de reconnaissance. Une autre mesure stratégique susceptible d'améliorer ces opérations serait l'intégration de l'Endurile Fury et du Shield EI X-BAT. Ces drones avancés pourraient opérer aux côtés d'appareils comme l'Apache, ils pourraient assurer une couverture aérienne au-dessus de la zone. Endurile a également dévoilé le Thunder, qui est destiné à contribuer à la protection des hélicoptères. Il semble qu'il pourrait aussi soutenir l'ADIX. Ces systèmes avancés pourraient aider à détruire les réseaux de défense aérienne ennemis sur un large spectre lorsque l'adversaire tente d'empêcher les appareils d'entrer dans la zone et de frapper leurs cibles. Le développement de toutes ces nouvelles technologies est impressionnant. Leur déploiement sur ce théâtre d'opération doit être accéléré. L'innovation est toujours déclarée urgente immédiatement après que les retards sont devenus coûteux. Le Shield EI X-BAT pourrait opérer en altitude pendant qu'un FSIZ ou un FSIZ mène sa mission. 4 ou 5 X-BAT pourraient protéger l'espace aérien au-dessus de l'appareil, détecter les drones ennemis et repérer les drones envoyés vers des infrastructures énergétiques et des secteurs résidentiels en Arabie Saoudite. L'avenir de la couverture aérienne pourrait être autonome, vigilant et nettement moins impressionné par la propagande. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.